Il y a des figures qui semblent avoir toujours existé, des femmes si monumentales qu'elles finissent par effacer la frontière entre l'être humain et la divinité mythologique. Tout le monde voyait la déesse intouchable, la Madone des temps modernes sculptée dans les paillettes, le cuir et une insolence fascinante. Tout le monde voyait la femme qui a dominé 6 décennies de culture pop avec une arrogance verbale et vestimentaire qui a redéfini les contours même de la célébrité. Mais la réalité, celle qu'elle a méticuleusement enfouie sous les perruques spectaculaires, sous les tenues transparentes de Bob Mackie et sous un flegme télévisuel devenu légendaire, était d'une noirceur vertigineuse. Ce que Cher a emporté dans l'arène féroce d'Hollywood, ce n'était ni un ego démesuré ni une ambition narcissique. C'était un instinct de survie animale, aiguisé par la faim, par l'abandon précoce, par le contrôle absolu d'un mari manipulateur, et par une solitude si étouffante qu'elle l'a un jour poussé au bord d'un balcon à Las Vegas, prête à sauter dans le vide pour que tout s'arrête enfin. Comment l'une des femmes les plus puissantes, les plus riches et les plus admirées du monde a-t-elle pu se sentir à ce point prisonnière, à ce point dépossédée de sa propre existence? Pendant plus d'un demi-siècle, elle s'est tue. Ou plutôt, elle a laissé son image d'Amazone indestructible parler à sa place, érigeant une forteresse d'indépendance si parfaitement conçue que nous avons tous fini par y croire aveuglément. Mais aujourd'hui, à près de 80 ans, l'armure se fissure et laisse entrevoir la chair à vif. Dans des confessions d'une honnêteté brutale, à travers des documents judiciaires déchirants, des interviews sans aucun filtre et la publication de la première partie de ses mémoires, Cher n'esquive plus aucune question. Elle admet enfin ce que nous soupçonnions tous dans l'ombre de son regard noir et mélancolique. Chaque triomphe commercial, chaque réinvention stylistique, chaque Oscar remporté était en réalité une revanche sanglante sur un traumatisme. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à plonger dans l'abîme d'une des psychologies les plus complexes de notre époque. Vous allez découvrir comment la maladie a bien failli la détruire au moment précis où elle touchait le sommet, pourquoi ses relations avec ses propres enfants ont été marquées par des déchirements d'une violence inouïe, et comment elle a réussi, envers et contre tous, à transformer ses blessures les plus purulentes en un empire impérissable. Si vous pensiez connaître la chanteuse, préparez-vous à rencontrer la survivante. Pensez à vous abonner et à activer la cloche, car ce récit introspectif va bouleverser absolument toutes vos certitudes sur le prix de la gloire. Pour comprendre la cuirasse, il faut inévitablement retourner au moment précis où la blessure a été infligée. La vie de Cher n'a pas commencé sous les feux bienveillants de la rampe, elle a commencé dans la fracture la plus totale, dans une Amérique de l'après-guerre qui ne pardonnait rien aux marginaux. Imaginez la chaleur écrasante et poussiéreuse d'El Centro, une petite ville agricole de Californie, en 1946. Georgia Holt, la mère de Cher, n'a que 19 ans. C'est une jeune femme d'une beauté sidérante, une actrice et chanteuse en devenir qui tente désespérément de fuir sa propre misère familiale. Un jour, alors qu'elle travaille comme serveuse dans un modeste magasin de beignets à Fresno, elle croise le regard de John Paul Sarkisian. C'est un chauffeur routier d'origine arménienne, doté d'un charme ravageur, d'une allure de star de cinéma hollywoodienne, mais porteur de démons bien trop lourds pour lui. Séduite par l'illusion d'une protection, Georgia l'épouse sur un coup de tête fulgurant à Reno. Mais le réveil est d'une brutalité inouïe. Dès le lendemain des noces, comprenant son erreur monumentale face à l'instabilité terrifiante de cet homme rongé par l'addiction, elle le quitte. La famille la convainc pourtant de lui laisser une dernière chance, juste 3 mois, pour sauver les apparences dans une société où le divorce expéditif est un scandale absolu. C'est exactement durant cette courte fenêtre de temps qu'elle tombe enceinte. Lorsque la petite Sherilyn Sarkisian voit le jour, le mariage n'est déjà plus qu'un champ de ruines fumantes. À 10 mois, ses parents sont officiellement divorcés. Ce père fantôme, cette absence primale, va conditionner et contaminer toute la psychologie de la future star internationale. John Sarkisian n'est pas simplement un homme absent, il est le chaos incarné. Dépendant aux drogues dures, joueur compulsif incapable de conserver le moindre dollar, il gravite dans les bas-fonds interlopes et ne réapparaît que par de fulgurantes et pathétiques irruptions au cours de l'adolescence de sa fille. Ces visites n'ont jamais pour but de construire un lien paternel, mais relèvent d'une forme de prédation affective, et souvent d'une mendicité financière déguisée. Cher dira plus tard, avec une lucidité glaçante, qu'elle a hérité de son sang arménien, de ses pommettes hautes et de ses traits marqués, mais d'absolument rien d'autre. Et vous, je vous pose la question. Comment vous seriez-vous construit avec la certitude intime et silencieuse que l'homme qui vous a donné la vie a préféré fuir dans l'autodestruction plutôt que de vous regarder grandir? Cette absence crée un vide abyssal, un trou noir émotionnel que Cher cherchera à combler, ou à fuir frénétiquement, pendant les 60 années suivantes. La décennie qui suit sa naissance est un cycle infernal de bouleversements géographiques et affectifs. Georgia, cherchant désespérément une sécurité financière et une protection masculine qu'elle ne trouve jamais, enchaîne les mariages avec une frénésie tragique. Cette union au total, avec 6 hommes différents. À chaque nouveau beau-père correspond une nouvelle dynamique toxique, de nouvelles règles arbitraires, une nouvelle adresse, un nouveau déracinement brutal.
Dans l'Amérique puritaine et patriarcale des années 50, être une mère célibataire divorcée à de multiples reprises n'est pas seulement un défi logistique, c'est une marque d'infamie sociale. Les rumeurs de voisinage vont bon train, les regards des institutrices sont lourds de reproches silencieux. La petite Cher grandit dans une valise, trimballée de foyer temporaire en appartement miteux, apprenant très tôt que la permanence est une illusion pour les autres. La pauvreté de cette époque n'est pas une abstraction romantique, c'est une réalité physique, humiliante, poisseuse. Imaginez cet enfant marchant vers l'école avec une peur au ventre qui n'a rien à voir avec les leçons du jour. Ses chaussures, usées jusqu'à la corde, menacent de se disloquer à chaque pas sur le trottoir. Alors, pour que les semelles ne se détachent pas complètement et ne la laissent pas pieds nus, elle les a entourées de vulgaires gros élastiques en caoutchouc. Chaque regard posé par ses camarades de classe sur ses pieds est une brûlure au 3e degré. Chaque moquerie étouffée dans la cour de récréation est une confirmation de son indignité fondamentale. La pauvreté, à cet âge de construction identitaire, est une flétrissure morale. Lorsque, la gorge nouée par la honte, elle supplie sa mère de lui acheter de nouvelles chaussures, la réponse de Georgia claque comme un fouet, dictée non par la cruauté d'une mauvaise mère, mais par l'épuisement nerveux d'une femme acculée par les dettes. « Bon sang, Cher, nous n'avons pas les moyens, arrête de pleurer. » Dans le silence lourd qui suit cette réplique, la petite fille intègre une loi universelle impitoyable. La plainte est inutile, la faiblesse est un luxe qu'elle ne peut pas s'offrir, et l'argent est l'unique bouclier contre l'humiliation publique. Mais le véritable cataclysme psychologique, l'événement fondateur qui va calciner son âme enfantine, frappe en 1948. Cher n'a que 2 ans. Georgia, totalement ruinée, incapable de payer la moindre chambre d'hôtel ou d'acheter de la nourriture, prend la décision la plus contre nature et la plus déchirante qu'une mère puisse être contrainte de prendre. Dans un acte de désespoir absolu, elle place temporairement sa fille dans un orphelinat catholique. L'idée vendue par les institutions est que ce ne sera qu'une mesure transitoire, le temps que la mère retrouve un emploi stable. Georgia, terrassée par la culpabilité, vient la voir tous les jours. Mais les règles de l'établissement sont strictes. Souvent, elle ne peut voir sa fille qu'à travers une épaisse vitre de séparation, ou dans un parloir à l'atmosphère glaciale, imprégné de l'odeur rance de cire et d'antiseptique. Visualisez cette scène avec l'empathie la plus totale. Une petite fille de 2 ans, dont le monde entier se résume à l'odeur et à la chaleur de sa mère, voit cette dernière pleurer silencieusement de l'autre côté de la barrière de verre. La petite tend les bras, hurle d'incompréhension, et la mère, impuissante, repart seule à la nuit tombée, laissant l'enfant dans un dortoir sombre entouré d'étrangers. Ce traumatisme de l'abandon précoce n'est pas une simple anecdote douloureuse, c'est la clé de voûte de toute l'architecture mentale de Cher. Elle avouera, des décennies plus tard, que ce sentiment de terreur viscérale, cette certitude organique qu'elle pouvait être laissée derrière et oubliée, s'est inscrit dans son ADN et ne l'a jamais quitté, même au sommet des charts mondiaux. C'est ici, dans l'isolement de cette institution religieuse, qu'est née la cuirasse indestructible. L'enfant a compris intuitivement qu'elle ne pouvait et ne devait compter sur personne. L'indépendance féroce que le monde admirera tant plus tard n'était en rien un choix féministe au départ, c'était un rempart psychotique contre l'abandon. Il fallait devenir inoubliable pour ne plus jamais être délaissé. À l'âge de 9 ans, le schéma de la perte se répète avec une cruauté mathématique. John South, le 3e mari de sa mère, un acteur et musicien que Cher considérait comme son véritable père de cœur car il apportait, enfin, un semblant de stabilité, de rire et de tendresse dans la maison, disparaît à son tour. Les conflits permanents avec Georgia, les disputes d'une violence verbale extrême, ont eu raison du couple. L'illusion d'une famille normale s'effondre de nouveau dans un fracas assourdissant. La leçon est définitivement apprise et gravée au fer rouge dans l'esprit de la jeune fille. Les hommes finissent toujours par partir. L'argent finit toujours par manquer. Les maisons ne sont que des abris temporaires dont on peut être chassé au premier coup de vent. Et c'est paradoxalement de ce gouffre de désespoir que naît son ambition la plus dévorante. Elle commence à s'entraîner frénétiquement à signer des autographes dans sa chambre dès l'âge de 12 ans. Pourquoi un tel comportement ? Parce que dans l'esprit d'un enfant traumatisé, devenir célèbre, c'est devenir intouchable. C'est s'assurer que le monde entier vous regardera en permanence, et que personne ne pourra plus jamais vous abandonner dans un couloir froid. Ce qui frappe dans l'analyse rétrospective de cette enfance, c'est l'incroyable lucidité avec laquelle cette petite fille aperçut les dynamiques de pouvoir inhérentes à la société du spectacle qui l'entourait à Los Angeles. Elle a compris très jeune que sa différence physique, ses cheveux de jet d'une raideur absolue, sa voix inhabituellement grave de contralto, et ses traits arméniens qui la distinguaient des blondes californiennes stéréotypées, pouvaient cesser d'être un motif de honte pour devenir une monnaie d'échange inestimable. Mais sous le maquillage précoce, sous la défiance adolescente et l'arrogance de façade qu'elle commençait à développer, la petite fille terrorisée aux chaussures trouées continuait de dicter, dans l'ombre, chacune de ses décisions futures. À l'aube de ses 16 ans, la situation scolaire devient intenable.
Étouffée par une dyslexie non diagnostiquée à l'époque qui rendait sa scolarité cauchemardesque, incapable de déchiffrer correctement les lettres au tableau, elle se sent profondément stupide, inadéquate, marginalisée par le système éducatif classique. Portée par une frustration immense et un besoin vital de s'enfuir, elle quitte définitivement le lycée et s'installe au cœur bouillonnant de Los Angeles en 1962. Elle a faim de revanche sur la vie, faim de reconnaissance publique, mais sur le plan psychologique, elle est d'une vulnérabilité effrayante. C'est précisément dans ce terreau de fragilité absolue, au milieu d'un café nommé Aldo S, qu'elle croise la route de Salvatore Bono, que l'histoire retiendra sous le nom de Sonny. Il a 27 ans. Il travaille dans les studios d'enregistrement Gold Star pour le légendaire et tyrannique producteur Phil Spector. Il connaît les rouages de cette industrie musicale que la jeune fugitive rêve secrètement de conquérir, tout en doutant viscéralement de son propre talent. D'un point de vue analytique, la rencontre entre Sonny et Cher est un cas d'école de la dynamique du sauveur toxique. Au départ, l'approche de Sonny semble totalement inoffensive, voire chevaleresque et salvatrice pour une adolescente à la rue. Il lui offre un toit, un emploi de gouvernante consistant à nettoyer son appartement en échange du gîte et du couvert. Et surtout, il désarme ses mécanismes de défense par un discours d'une ruse psychologique glaçante. Il lui déclare très frontalement, « Je n'ai que des lits jumeaux. Et pour te dire la vérité, je ne te trouve même pas particulièrement attirante. » Pour une jeune fille de 16 ans habituée à voir sa mère objectifiée et détruite par le désir des hommes, cette phrase est un soulagement immense. Sonny se positionne non pas comme un prédateur sexuel, mais comme un grand frère asexué, un protecteur bienveillant. Un père de substitution. Et pour une enfant qui n'a jamais eu de présence paternelle sécurisante, l'hameçon est d'une perfection diabolique. Elle baisse la garde. Très vite, évidemment, la frontière platonique cède. L'arrangement de colocation glisse vers une relation amoureuse profondément déséquilibrée par la différence d'âge et d'expérience, puis vers un partenariat artistique qui va purement et simplement redéfinir la culture pop américaine des années 60. Sous la houlette de Sonny, elle commence à faire des chœurs pour Phil Spector, puis il crée le duo Sonny and Cher. En 1965, la chanson I Got You Babe les propulse avec une fulgurance inouïe au sommet absolu des classements mondiaux. Cher a tout juste 19 ans. En l'espace de quelques mois, elle devient l'idole absolue de toute la génération hippie émergente. Son allure bohème chic, ses pantalons à pattes d'éléphant, sa voix chaude et androgyne, et surtout son flegme télévisuel presque méprisant lorsqu'elle s'adresse à Sonny, fascine le grand public. Mais ce que l'Amérique entière perçoit comme une complicité conjugale romantique, égalitaire et ludique, est en réalité, derrière les portes closes des studios et de leurs manoirs, l'une des entreprises de manipulation psychologique et d'expropriation financière les plus sophistiquées de l'histoire d'Hollywood. Sonny ne se contente absolument pas de diriger la carrière artistique de sa jeune épouse, il annexe littéralement son existence. Le contrôle est total, totalitaire. Il dicte les chansons qu'elle doit interpréter, les vêtements qu'elle a le droit de porter en public, les personnes avec qui elle est autorisée à discuter. Lorsqu'elle exprime la moindre velléité d'indépendance artistique, lorsqu'elle suggère de prendre des cours d'art dramatique pour explorer son potentiel d'actrice, il la rabroue violemment, distillant le poison du doute dans son esprit en lui répétant qu'elle n'est rien sans lui. Il sent avec l'instinct du prédateur que si elle développe son propre talent autonome, elle s'échappera. Mais le génie maléfique de Sonny, l'acte de trahison le plus sidérant, se situe sur le terrain juridique et financier. Sous le prétexte fallacieux de la protéger des impôts et des requins du showbiz, il crée une structure corporative nommée Cher Enterprises. Le nom même est une illusion machiavélique, une insulte à la vérité. Les statuts de l'entreprise, rédigés par ses avocats, stipulent noir sur blanc que Sonny Bono détient 95% des parts de la société. Les 5% restants sont attribués à leur avocat. Cher, le visage, la voix, l'icône de mode, le charisme même sur lequel repose l'empire de plusieurs millions de dollars, ne possède strictement, légalement, rien. 0%. Elle ne peut même pas signer un chèque bancaire sans l'approbation de son mari. Juridiquement, la star la plus célèbre du monde n'est qu'une employée sous-payée et corvéable à merci de sa propre marque. Si vous lisez entre les lignes de cette aberration contractuelle, vous comprenez l'ampleur du désastre psychologique. La petite fille qui voulait devenir célèbre à tout prix pour être en sécurité, pour ne plus jamais manquer de rien, se retrouve, à l'apogée de sa gloire, exactement dans la même position de dépendance financière absolue que sa mère jadis. L'histoire s'est répétée sous des atours dorés. Et si cette mécanique d'emprise insidieuse, où l'amour sert de paravent à l'exploitation, vous révulse ou fait écho à des situations que vous avez observées, prenez un instant pour vous abonner. Nous explorons ici les vérités que l'industrie du divertissement préfère maintenir dans l'ombre. Le point de rupture, l'implosion inévitable de ce système totalitaire, survient en 1972. À cette époque, le duo a rebondi après un passage à vide musical et anime The Sonny and Cher Comedy Hour sur CBS.
C'est un triomphe télévisuel absolu. Chaque semaine, des millions d'Américains se rassemblent devant leur poste pour rire de leur pique conjugale, admirant les somptueuses robes de chair, sans se douter une seule seconde du huis clos asphyxiant et tragique qui se joue dès que les caméras s'éteignent. Sony, grisée par le pouvoir, multiplie les infidélités humiliantes, les affichant presque avec fierté devant elle, la réduisant à l'état de simple produit d'appel, d'actifs financiers qu'il gère selon son bon vouloir. L'épuisement mental et physique de Cher atteint alors son paroxysme. Un soir, lors d'une série de représentations éreintantes à Las Vegas, la réalité de sa servitude la frappe avec une violence inouïe. Dans la première partie de ses mémoires, parue récemment, elle décrit cette nuit glaçante avec une précision clinique qui fait frémir. Seule dans la luxueuse suite de l'hôtel, étourdie par la solitude, par l'aliénation de ce mariage sans amour et par le vertige de la prison dorée qu'elle a aidé à bâtir, elle ouvre la baie vitrée et s'avance sur le balcon. Elle regarde le vide en contrebas, les néons clignotants du strip de Vegas se fondant dans l'obscurité du désert. Elle écrit ces mots d'une puissance dévastatrice, je voyais à quel point ce serait facile de faire un pas par-dessus le bord et de simplement disparaître. Pendant quelques minutes folles, je ne pouvais imaginer aucune autre option pour m'en sortir. Et je l'ai fait, je me suis approché du bord, 5 ou 6 fois. Ce moment figé dans le temps est la quintessence absolue de la tragédie de Sherilyn Sarkisian. Réaliser l'absurdité cruelle de la situation. La femme la plus enviée, la plus imitée et la plus adulée d'Amérique est prête à s'écraser sur le béton pour échapper à sa propre vie. Ce qui la retient de basculer, ce n'est évidemment pas l'attachement à son mari, ni même l'amour de sa carrière. C'est l'image de son jeune enfant, Chaz, endormi dans une autre pièce. C'est l'image de sa mère, Georgia, et de sa sœur. Elle prend brutalement conscience que son suicide ne ferait que transférer sa douleur sur les épaules de ceux qui l'aiment vraiment, créant un trou noir de culpabilité familiale qui détruirait son fils. Et c'est précisément là, dans cette bascule vertigineuse entre l'anéantissement et la survie, qu'une pensée salvatrice d'une clarté foudroyante traverse son esprit. Une épiphanie d'une simplicité désarmante. Elle recule du bord du balcon, prend une profonde inspiration, et se dit à haute voix, « Je n'ai pas besoin de sauter. Je n'ai pas besoin de mourir. Je peux simplement le quitter. » Cette prise de conscience nocturne est la véritable naissance, douloureuse et sanglante, de la chair que nous connaissons aujourd'hui. L'acte de rébellion initial qui va tout déclencher. Et je vous invite à y réfléchir un instant. Et vous, face à une telle dépossession de vous-même, face à la certitude de perdre tout l'empire financier et médiatique que vous aviez bâti de vos mains, auriez-vous trouvé la force inouïe de tout détruire pour avoir, enfin, le simple droit de respirer? Le divorce, qui devient public et officiel en 1975, est un massacre financier et psychologique pour elle. Sony, utilisant toute la puissance de la structure Cher Enterprises, la combat avec une férocité procédurière impitoyable. Elle repart presque à zéro. Elle est ligotée par des contrats léonins qu'elle doit honorer, profondément endettée, contrainte de s'acquitter de sommes colossales en frais d'avocat pour avoir le droit de racheter sa propre voix, son propre corps, sa propre liberté. Et pourtant, exsangue, elle s'échappe. Mais les traumatismes de l'enfance, couplés aux 12 années d'emprise de Sony, ont laissé des cicatrices invisibles d'une profondeur terrifiante. Son rapport aux figures masculines reste gravement entaché par cette dynamique toxique de survie et de codépendance. La preuve la plus frappante de cette désorientation affective survient quelques jours seulement après l'officialisation finale du divorce avec Sony. Dans un élan de vulnérabilité absolue, dans une recherche frénétique et presque pathologique d'un nouvel ancrage, d'une nouvelle épaule sur laquelle s'appuyer, Cher épouse impulsivement Greg Allman, le leader charismatique du groupe de rock sudiste The Allman Brothers Band. C'est une erreur de jugement monumentale, un acte d'autosabotage spectaculaire. 9 jours. 9 jours seulement après l'y avoir dit oui, elle demande le divorce. Allman est un homme profondément rongé, ravagé par une addiction féroce à l'héroïne et à l'alcool. Leur soirée, au lieu de la romance espérée, se transforme immédiatement en cauchemar de paranoïa chimique. Elle se souviendra, traumatisée, de nuits terrifiantes où, en plein délire stupéfiant, Allman était intimement persuadé que des tireurs armés étaient cachés dans les buissons de leur jardin, la forçant à se cacher avec lui dans l'obscurité. Bien qu'elle tente dans un premier temps de le sauver avec la ferveur d'une infirmière de guerre, allant jusqu'à retirer sa demande de divorce initiale et donnant finalement naissance à leur fils Elia Blue, elle finit par comprendre qu'elle ne peut pas, et ne doit pas, exposer ses enfants à l'enfer qu'elle vient à peine de fuir. Le divorce définitif est prononcé en 1978. L'analyse de cet épisode est fondamentale pour comprendre l'humain sous le strass. Celle qui commençait tout juste à chanter l'indépendance féminine avec une arrogance sublime continuait, dans les recoins les plus sombres de son psychisme, de répéter aveuglément les schémas destructeurs de son enfance. Elle cherchait désespérément un homme fort pour la réparer de Sony, et tombait, par une fatalité psychanalytique glaçante, sur une figure brisée et toxicomane qui la tirait vers le bas,
reproduisant ainsi l'exacte dynamique de son père biologique absent et drogué, John Sarkisian. Elle avait échappé au geôlier contrôlant pour s'enchaîner au fantôme addict de son enfance. L'entrée dans les années 80 marque l'une des résurrections professionnelles les plus sidérantes de l'histoire du divertissement américain. Cher, ridiculisée par certains critiques qui ne voyaient en elle qu'une chanteuse de variété divorcée et vieillissante, décide de s'imposer là où on l'attend le moins, sur le grand écran, dans des rôles dramatiques d'une exigence absolue. Dépouillée de ses artifices, elle apparaît sans maquillage dans Silkwood face à Meryl Streep, et décroche une nomination aux Oscars. Elle bouleverse l'Amérique dans le rôle de la mère Courage de Masque. Et finalement, c'est l'apothéose incontestable en 1988 avec l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle flamboyant dans Moonstruck. En montant sur scène dans sa robe araignée transparente, elle est au sommet du monde. Elle a vaincu. Elle a prouvé à Sony qu'elle n'était pas son pantin, à sa mère qu'elle avait réussi, à Hollywood qu'elle était une actrice légitime, et à la petite fille de l'orphelinat qu'elle était désormais intouchable, parée d'or et de gloire. Mais le destin, dans sa cruauté parfois insondable, possède un sens de l'ironie tragique. C'est précisément à cet instant de triomphe total, au moment exact où elle a conquis le respect universel et sa liberté absolue, que son propre corps, cette machine de guerre qu'elle avait poussée à bout depuis l'âge de 16 ans, décide de la trahir. À la fin des années 80, une fatigue accablante, lourde comme du plomb, s'empare d'elle. Au départ, tout son entourage met cela sur le compte d'un surmenage inévitable après la campagne des Oscars et les tournages successifs. Mais les symptômes s'aggravent de semaine en semaine avec une violence alarmante. Elle développe des pneumonies à répétition, des douleurs articulaires atroces qui l'empêchent de se lever, et une incapacité totale à sortir de son lit pendant des semaines entières. Le diagnostic médical tombe finalement, implacable et effrayant, elle souffre d'une forme extrêmement sévère du virus d'Epstein-Barr, une infection virale qui ravage le système immunitaire et déclenche un syndrome de fatigue chronique invalidant. Il faut recontextualiser l'impact psychologique d'un tel diagnostic à cette époque. Aujourd'hui mieux comprise, cette pathologie était, à la fin des années 80, largement ignorée ou méprisée par le corps médical. Dans les milieux snobs et ultra-compétitifs d'Hollywood, on l'appelait avec un cynisme crasse, la grippe des yuppies. Les médecins, misogynes ou incompétents, doutent publiquement de l'authenticité de sa souffrance. La presse tabloïde, toujours avide de voir les idoles chuter, insinue avec cruauté qu'elle invente de toutes pièces une maladie exotique pour dissimuler une cure de désintoxication honteuse ou de multiples opérations de chirurgie esthétique qui auraient mal tourné. Pour une femme comme Cher, dont l'entièreté de l'existence et de l'estime de soi reposait sur le mouvement perpétuel, sur le contrôle absolu de son image publique, et sur une énergie vitale farouche qui intimidait les hommes les plus puissants, se retrouver soudainement clouée au lit, incapable de travailler, dépendante d'infirmières, est une forme de mort symbolique d'une violence inouïe. La maladie lui vole ses années d'apogée. Elle est contrainte d'annuler des tournées extrêmement lucratives, de refuser des rôles en or massif qui auraient pu cimenter définitivement son statut de légende à Hollywood. Il y a eu des mois entiers où j'ai cru avec certitude que j'allais mourir, tellement la faiblesse m'aspirait, avouera-t-elle plus tard, la voix encore brisée par le souvenir de cet isolement sensoriel et social. Ce qui rendait cette épreuve virale encore plus cruelle, plus sadique presque, c'est que la maladie l'avait brutalement dépouillée de son armure de célébrité. Sans les plateaux de tournage frénétiques, sans l'adrénaline de la musique, sans la lumière des projecteurs de la scène pour masquer ses ombres, qui était-elle réellement, seule dans le noir de sa chambre? L'inaction forcée la renvoie implacablement à ses démons intérieurs, à ce silence qu'elle avait passé 40 ans à fuir en faisant du bruit. C'est durant cette période de souffrance physique extrême qu'elle entame un profond et douloureux travail d'introspection. Elle comprend, dans les affres de la fièvre, que son obsession maladive de l'accomplissement professionnel était en réalité une fuite en avant terrorisée. L'Epstein-Barr a agi comme un mur de briques percuté à pleine vitesse, un coup d'arrêt brutal ordonné par la nature, forçant Sherilyn Sarkisian à faire enfin face à elle-même, loin du personnage flamboyant et invulnérable de Cher. Cette introspection contrainte et douloureuse va également la confronter à son rôle le plus complexe, le plus imparfait, et le plus jugé, celui de mère. Car pendant que Cher survivait à ses maris destructeurs, combattait le sexisme de l'industrie, et luttait contre la maladie, ses enfants, eux, grandissaient. Et ils grandissaient dans l'ombre monumentale, aveuglante et souvent écrasante du mythe maternel. La relation qu'elle entretient avec eux est d'une complexité déchirante, traversée d'amour fusionnel et de ruptures glaciales, révélant la transmission involontaire des traumatismes de génération en génération. Prenons d'abord l'histoire profondément émouvante de son aîné, né Chastity, le fruit tant médiatisé de son union avec Sony. En 2008, alors qu'il est dans la quarantaine, Chaz annonce à sa mère sa décision mûrement réfléchie de transitionner pour devenir un homme. Pour le grand public, l'équation semble évidente. Cher, l'icône gay par excellence, la figure tutélaire de la communauté LGBTQ+, depuis des décennies,
chantre de la tolérance et de l'excentricité, allait forcément accueillir cette nouvelle avec une ouverture d'esprit et une bienveillance immédiate et exemplaire. La réalité humaine, intime, est bien plus nuancée, plus rugueuse, et Cher a eu le courage inouï, presque suicidaire médiatiquement, de l'admettre publiquement sans chercher à embellir son attitude. Elle n'a pas été la mère parfaite des magazines progressistes. Elle a avoué avoir ressenti une peur paralysante, une panique sourde, et une incompréhension totale dans les premiers temps du processus. C'était extraordinairement difficile pour moi, confesse-t-elle sans détour et sans phare. Je croyais très sincèrement l'avoir bien pris quand il m'a annoncé son homosexualité des années plus tôt, j'étais fier de mon ouverture, mais la transition de genre, la transformation physique, c'était autre chose, c'était un bouleversement que je ne maîtrisais pas. Ce que Cher exprime à travers cet aveu, ce n'est pas un rejet transphobe rétrograde ou un manque d'amour, c'est le deuil universel, égoïste et viscéral d'une mère. Elle explique avec une vulnérabilité troublante la terreur irrationnelle de voir disparaître la voix spécifique qu'elle connaissait depuis 40 ans sur son répondeur téléphonique. Elle compare cette période au sentiment terrible, paradoxal, de perdre tragiquement un enfant que l'on a chéri, pour en attendre un nouveau qui arrive, sans savoir exactement qui sera cette nouvelle personne face à elle. Cette franchise est d'une puissance et d'une rareté absolue dans l'espace médiatique hyper contrôlé d'aujourd'hui. Elle dévoile une femme qui, malgré son progressisme affiché et son statut de marraine des opprimés, doit lutter âprement contre ses propres attachements viscéraux, contre ses habitudes maternelles. Preuve de son évolution et de son respect absolu pour l'histoire de son enfant, elle a publiquement demandé à Chaz la permission d'utiliser son ancien prénom dans les chapitres de ses récents mémoires traitant de son enfance, afin de respecter la vérité historique et émotionnelle de l'époque, ce que Chaz a accepté avec grâce. Aujourd'hui, après avoir traversé ses propres barrières d'incompréhension, Cher est devenue la plus féroce, la plus vocale et la plus inébranlable défenseuse de son fils. Elle admire ouvertement le courage insensé qu'il a fallu à Chaz pour aligner enfin son corps sur son esprit face au monde entier, un courage de l'authenticité qui fait puissamment écho à sa propre quête d'émancipation face au carcan hollywoodien. Mais le drame maternel de Cher, la cicatrice qui ne se referme jamais totalement, ne s'arrête pas là. Avec son second fils, Elia Blue allemand, la douleur est encore plus vive, plus immédiate, car elle touche directement aux addictions qui ont ravagé la vie de ses propres parents. Élevée dans le chaos résiduel de la brève relation toxique de ses parents, puis dans le tourbillon de la résurrection de sa mère, Elia a très tôt cherché refuge dans les mêmes paradis artificiels chimiques qui avaient détruit la santé de son père, Greg allemand, et de son grand-père. Les blessures d'abandon se transmettent comme un poison dans le sang. Elia a publiquement raconté avoir été envoyée en internat extrêmement jeune. Dans l'esprit d'un enfant, cette mise à l'écart n'est pas perçue comme une mesure éducative privilégiée, mais comme un bannissement sec, un rejet pur et simple de la part d'une mère trop occupée à maintenir son statut de superstar internationale pour s'occuper du quotidien. Il a avoué avoir commencé à consommer des drogues dures dès l'âge terrifiant de 11 ans pour anesthésier ce vide affectif. Cette faille originelle a nourri entre eux une relation en dents de scie, faite de tentatives de sauvetage désespérées et de rejets violents. La tragédie atteint son paroxysme très récemment, fin 2023. À plus de 77 ans, un âge où l'on devrait contempler son héritage en paix, Cher se retrouve contrainte de mener une bataille judiciaire déchirante, humiliante publiquement, pour tenter d'obtenir la tutelle légale de son propre fils, Elia. Elle est intimement terrifiée, convaincue au plus profond de ses entrailles qu'il dilapiderait immédiatement les revenus de son héritage paternel dans l'achat de drogues illicites, au point d'en faire une overdose fatale. La demande de mise sous tutelle a été finalement rejetée par les juges, estimant qu'Elia était en capacité de gérer ses biens, mais la blessure intime reste béante, exposée aux yeux du monde. Dans ce combat de la dernière chance, Cher admet à demi-mot son plus grand échec. Elle réalise qu'elle n'a peut-être pas su, ou pu, les protéger de l'instabilité terrifiante qu'elle avait elle-même fui toute sa vie, reproduisant malgré elle, et par omission, le schéma de la mère absente ou impuissante face aux forces de la destruction. J'ai dû travailler sans relâche pour survivre, j'ai dû me battre contre des hommes qui voulaient tout me prendre, et dans cette guerre, parfois, mes enfants étaient laissés sur le bas-côté de la route. C'est le prix terrifiant, le tribut humain caché de la légende. On ne bâtit pas un empire de cette envergure sans sacrifier une part de son intimité sur l'autel de la gloire. Et pourtant, à travers toutes ces épreuves dévastatrices, à travers ces trahisons intimes et ces échecs maternels assumés, la capacité de résilience et de pardon de Cher reste l'un des traits les plus mystérieux et les plus fascinants de sa psychologie. Le point culminant de cette philosophie de l'acceptation survient en janvier 1998. Sonny Bono, devenu entre-temps membre du Congrès américain pour le Parti républicain, meurt tragiquement dans un accident de ski d'une violence inouïe. L'homme qui l'a manipulé adolescent, qui lui a volé sa jeunesse, qui a orchestré son exploitation financière à hauteur de 95%, l'homme qu'elle a rêvé de fuir au point de vouloir s'écraser du haut d'un balcon de Las Vegas, est mort. Quelle est la réaction de la superstar,
de la femme blessée à qui la société aurait pardonné une indifférence vengeresse. Elle surprend le monde entier. Elle accepte de prononcer son éloge funèbre, diffusé en direct devant des dizaines de millions de téléspectateurs américains stupéfaits. Debout près du cercueil, vêtue de noir, la voix tremblante d'émotion mais le regard d'une droiture implacable, elle ne crache pas sur son cadavre. Elle ne profite pas de la tribune pour solder ses comptes. Au contraire, elle déclare avec une grâce infinie, d'une noblesse qui force le respect, que sans Sonny, il n'y aurait jamais eu de chair. Elle le décrit, avec une tendresse matinée d'amertume, comme « la personne la plus inoubliable que j'ai jamais rencontrée ». Elle reconnaît publiquement et sans phare la part de lumière créatrice dans l'homme qui fut pourtant l'architecte de ses ténèbres intimes. Certains critiques cyniques, incapables d'en saisir la profondeur, y ont vu de la faiblesse, ou pire, une opération de relations publiques hypocrite. L'analyse psychologique la plus fine nous montre exactement le contraire, c'est le sommet absolu de son émancipation en tant que femme. Elle prouve à la face du monde qu'elle n'a plus besoin de le détester de toutes ses forces pour exister par elle-même. En pardonnant à Sonny publiquement, en reconnaissant sa dualité d'abuseur et de créateur, elle se libère de ses chaînes affectives une fois pour toutes. Elle s'approprie définitivement le récit de sa propre genèse. Elle n'est plus la victime de Sonny Bono, elle est la femme qui a survécu à Sonny Bono et qui, magnifique de supériorité morale, vient lui dire adieu. Ce besoin absolu, viscéral, de vivre selon ses propres termes, de ne jamais laisser la société dicter la conclusion de son histoire, nous amène directement à la chair d'aujourd'hui. À près de 80 ans, l'âge fatidique où la société patriarcale et agiste exige des femmes qu'elles deviennent poliment invisibles, silencieuses, qu'elles se retirent dans la nostalgie de leur splendeur passée, elles pulvérisent, une fois de plus, les convenances avec une allégresse jubilatoire. Sa relation amoureuse actuelle avec Alexander Edwards, un producteur de musique de près de 40 ans son cadet, fait couler beaucoup d'encre venimeuse. Les tabloïds s'en donnent à cœur joie, raillant la différence d'âge, tandis que les réseaux sociaux, tribunaux de la bien-pensance moderne, crient alternativement au scandale, à la crise de démence ou au ridicule pathétique. Mais Cher, forte des traumatismes incommensurables qu'elle a surmontés, répond à ces attaques avec un mépris glorieux et une ironie mordante pour l'opinion publique. Sur le papier, c'est totalement ridicule, j'en ai conscience, admet-elle en souriant lors d'interviews télévisées, désamorçant ainsi les critiques. Mais l'amour ne connaît pas les mathématiques. Quand on lui demande insidieusement ce qui la pousse invariablement vers des hommes si jeunes, sa réponse est d'une lucidité cinglante, un tacle ravageur au machisme hollywoodien, les hommes de mon âge sont tous morts, ou bien ils sont absolument terrifiés par moi et mon indépendance. Avec Alexander, elle explique avoir enfin trouvé un partenaire qui n'est pas intimidé par le mythe écrasant de la diva, qui la regarde comme une femme et non comme un monument historique. Elle assume totalement avoir été celle qui a fait le premier pas, violant avec amusement sa propre règle sacro-sainte de ne jamais tomber amoureuse par SMS. Elle rit à gorge déployée des commentaires assassins des anonymes sur Internet, car elle, plus que quiconque, sait de quoi est faite la vraie douleur, la douleur qui empêche de respirer. Qu'est-ce que la vie haineuse d'un internaute anonyme face à la terreur glacée de l'orphelinat catholique? Qu'est-ce qu'un tweet moqueur face à l'emprise financière destructrice de Sonny? Qu'est-ce qu'une critique sur ses rides ou ses choix amoureux face à la suffocation du virus d'Epstein-Barr qui menaçait de la tuer à petit feu? Absolument rien. Du bruit de fond. Ce paradoxe magnifique d'une femme à l'automne de sa vie, qui embrasse l'amour et la sexualité avec la légèreté effrontée d'une adolescente, est la preuve vivante, palpable, d'une guérison spirituelle. Elle confie avec une tendresse désarmante, il me dit souvent que même si je vieillis biologiquement, mon esprit, ma capacité d'émerveillement, sont beaucoup plus jeunes que les siens. Nous rions tout le temps, et le rire m'a manqué pendant des décennies. Elle refuse désormais catégoriquement d'attribuer aux hommes des qualités salvatrices qu'ils n'ont pas, un piège psychologique béant dans lequel elle est tombée à pieds joints durant toute la première moitié de sa vie. Elle prend ce qui est bon, ici et maintenant, la joie instantanée, le désir, sans exiger l'illusion d'une sécurité éternelle qui n'a jamais existé. En publiant la première partie de ses mémoires à l'aube de ses 80 ans, Cher accomplit un acte d'une grande bravoure. Elle met un point final à l'illusion qu'elle a elle-même créée. Elle déchire le rideau de velours. Elle avoue enfin la vérité nue, la chair palpitante, celle que ses imposantes coiffes de plumes amérindiennes et ses tenues en strass spectaculaires créées par le couturier Bob Mackie tentaient désespérément de masquer aux yeux du monde. Dans une de ces fulgurances d'honnêteté qui parsèment son livre, elle écrit cette phrase qui résonne comme le véritable testament de son existence: « Je ne suis pas devenue chère parce que je pensais être spéciale ou parce que j'avais une grande destinée. Je suis devenue chère parce que je n'avais tout simplement pas le choix si je voulais survivre. » La force inébranlable que le monde entier a admirée, copiée et jalousée pendant 60 ans n'était pas un don du ciel inné, un trait de caractère inébranlable. C'était le muscle hypertrophié, contracté à l'extrême, d'un cœur d'enfant brisé qui refusait catégoriquement de cesser de battre sous les coups.
L'arrogance légendaire de ces répliques télévisées était un bouclier en titane. Le succès stratosphérique, les millions d'albums vendus, l'Oscar brandi vers le ciel de Los Angeles, tout cela constituait une immense armée symbolique levée pour protéger et venger la petite Sherilyn, l'enfant qui avait eu si froid et si honte avec ses chaussures retenues par des élastiques. En regardant la trajectoire vertigineuse de Sherilyn Sarkisian, on ne voit plus seulement une icône pop extravagante ou une survivante des tabloïds. On voit, comme à travers un prisme grossissant, une radiographie impitoyable de la condition féminine et des rapports de domination sur le dernier demi-siècle américain. Elle a incarné tour à tour, presque malgré elle, toutes les figures archétypales de la souffrance et de la rédemption féminine. La petite fille soumise au choix désastreux de sa mère, l'épouse piégée dans la toile d'une manipulation patriarcale déguisée en amour, la mère imparfaite rongée par la culpabilité du travail, la malade invisible que le système médical ignore, la guerrière triomphante terrassant ses détracteurs avec un Oscar, et enfin, la femme libre qui s'octroie le droit absolu au plaisir sans justification. Elle a littéralement bâti un empire financier et culturel pesant plusieurs centaines de millions de dollars à partir des ruines fumantes de l'abandon infantile. Elle a transmuté, par une sorte d'alchimie de la douleur, le contrôle abusif de son premier mari en une quête d'indépendance d'une férocité sans pareille. Elle a sublimé le chagrin indicible de la solitude en une musique populaire, des hymnes danseflores qui font transpirer, pleurer et danser la planète entière, réunissant les marginaux de tous bords sous le rythme de sa propre survie. Aujourd'hui, alors qu'elle ne ressent plus l'urgence vitale de se cacher derrière le cynisme défensif, les répliques cinglantes ou le vernis de l'invincibilité absolue, les vraies questions émergent, plus douces mais infiniment plus lancinantes et philosophiques. A-t-elle jamais vraiment guéri, au plus profond de ses cellules, de cette terreur primitive de l'abandon né dans un orphelinat de l'après-guerre, ou a-t-elle simplement, avec les décennies, appris à construire des forteresses de plus en plus vastes, de plus en plus inaccessibles, et de plus en plus luxueuses pour s'en protéger? Ces enfants, pris dans le faisceau brûlant de cette destinée hors norme, ont-ils pu, un jour, percevoir l'amour inconditionnel et terrorisé de la mère qui se cachait derrière le masque de marbre de la légende, ou resteront-ils à jamais brûlés, tel Icare, par la proximité dangereuse du soleil maternel? C'est le tragique insoluble de la célébrité lorsqu'elle naît d'une blessure. La lumière qu'elle émet pour se réchauffer aveugle souvent ceux qui s'en approchent de trop près. Et vous, face à ce parcours hors norme d'une femme qui a dû se désincarner pour survivre à la folie des hommes, quelle leçon universelle en tirez-vous pour votre propre existence? Pensez-vous qu'il soit une fatalité de devoir nécessairement traverser l'enfer intime, la trahison absolue et le rejet, pour forger une personnalité authentique et incassable? Ou bien estimez-vous que le prix humain, intime et familial à payer pour devenir une légende immortelle est définitivement trop lourd, trop destructeur pour l'âme humaine? C'est un vertige intellectuel et moral qui mérite notre réflexion, alors dites-moi ce que ce paradoxe vous inspire profondément dans l'espace des commentaires. Je lis toujours avec attention la façon dont ces destins font écho à nos propres vies. Si l'histoire poignante, féroce et profondément humaine de la véritable chair vous a touché, si ce décryptage psychologique des ombres derrière la lumière vous a fait réfléchir sur l'envers terrifiant du décor des grandes étoiles de notre culture, je vous invite à découvrir immédiatement notre prochaine vidéo. Nous y aborderons le drame caché, la blessure tout aussi purulente d'une autre immense icône, Romy Schneider, une femme que le mythe et les attentes de l'amour ont littéralement broyée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes biographiques où nous refusons la surface pour chercher la vérité. La survie est parfois un art plus difficile que la création. À très bientôt pour continuer à révéler l'humanité vacillante qui se cache toujours, invariablement, derrière les projecteurs les plus éblouissants.